passions néanmoins rapidement aux 3 questions de préconseil qui sont aujourd'hui posées d'abord la première par l'association Vivre Boulevard de Strasbourg, Faubourg Saint-Denis, Saint-Martin, que je remercie, à qui je vais passer la parole. Mais avant de vous passer la parole, je vais vous rappeler les interventions qui doivent durer 3 minutes, qui sont proposées au groupe. Et donc c'est Élie Jousselin qui prendra la parole, puis Bertil Faure, puis Sylvain Réfaud, puis Enora Breton qui sauve la parité sur le sujet. Et bien sûr, l'association pourra reprendre derrière la parole pour 1 minute, comme c'est la coutume. Bon, cette question, elle s'inscrit dans un dialogue régulier avec l'association, qu'on a vu la dernière fois il y a 2 mois, mais je suis tout à fait... Alors, à qui est-ce que je donne la... Ah, c'est vous, Delphine, vous n'avez pas vu, du coup. C'est donc vous, chère Delphine, qui prenez la parole, on vous écoute. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir, Mesdames les élus. Bonsoir, Messieurs les élus. Le boulevard de Strasbourg et le quartier Château d'Eau sont durement touchés par une monoactivité de salons de coiffure et de commerce de cosmétiques. Et notre quartier ne connaît pas d'attractivité nécessaire à une diversité commerciale. Alors, le contexte est connu. Depuis 2014, lors de la grève des travailleuses du boulevard de Strasbourg, Marilyn Poulain de la CGT déclarait « Le quartier est aux mains de réseaux nigérians qui contrôlent l'ensemble des salons ». Cette monoactivité ne profite donc ni aux travailleuses ni aux riverains. Alors, on se pose clairement la question « À qui profite-t-elle » Nous suspectons depuis longtemps qu'il y a un lien entre ces commerces et le trafic de drogue, même si nous n'en avons pas de preuves formelles. Le scandale de 2014 avait révélé que les loyers et les pas de porte des commerces sont exorbitants sur le boulevard de Strasbourg. Ce sont les loyers les plus élevés de l'arrondissement et ils sont plus élevés qu'à Étienne-Marcel. Le nombre de commerces n'ont pas de compte bancaire, voire pas de caisse. Les habitants s'interrogent régulièrement sur les montants qui circulent en cash via ces commerces et sur les changements réguliers et très rapides des gérants. Des situations similaires font l'actualité. À Marseille, la mafia de narcotrafiquants est justement nigériane. Et à Montpellier, le maire socialiste Michael Delafosse déclarait en janvier sur France Inter « Le narcotrafic, c'est une réalité à Montpellier, comme dans d'autres villes. On voit la réalité du blanchiment de drogue. Quand je suis devenue maire en 2020, disait-il, il y avait 200 épiceries de nuit à Montpellier, pas pour servir la vie étudiante, mais pour blanchir l'argent mal acquis par la drogue. Aujourd'hui, il faut une mobilisation car le narcotrafic, c'est une réalité qui déstabilise la cohésion de la société et la vie dans nos villes. Il réclame donc davantage de moyens légaux pour lutter contre les commerces de façade, les épiceries de nuit, mais aussi les coiffeurs barbershop, les fast-food, les kebabs et les ongleries qui servent à blanchir de l'argent, dit-il. Ces réseaux très puissants du narcotrafic intimident les commerces pour qu'ils cèdent leur bail. On paye en petites coupures, on blanchit l'argent. Donc à Montpellier, dit-il, je prends des arrêtés de fermeture à certains horaires et quand notre police municipale ou la police nationale constate des infractions, nous pouvons obtenir une fermeture administrative. On ne fait pas l'autruche, nous rachetons les baux commerciaux et reprenons la main pour ensuite procéder à des destructions de ces cellules commerciales qui souvent ont détruit la qualité de vie dans notre quartier. Donc il ne faut pas lâcher. Quand une rue ou dans un espace, vous n'avez que des épiceries de nuit, aujourd'hui l'ampleur du phénomène est très dure. Cette réalité est puissante, c'est une mobilisation d'ensemble que nous devons conduire face au phénomène qui fragilise la société. J'en finis avec sa citation. Son discours a évidemment, vous vous en doutez, fait écho à notre quartier et à nos problématiques de monoactivité et de suspicion de blanchiment. Et il donne tout à fait raison à notre démarche et à toutes les actions que nous menons depuis 4 ans. Alors nous vous demandons, Madame la maire, chers élus, de ne plus ignorer cette situation, de reprendre la main et de ne rien lâcher. Prenez vos responsabilités et mobilisons-nous ensemble pour lutter contre ce que nous supposons être le narcotrafic dans notre quartier et sa monoactivité. Nous vous adressons 3 demandes dont l'objectif vise à développer l'attractivité commerciale de notre quartier, où le tissu commercial est fortement dégradé, voire menacé, et à améliorer notre cadre de vie. Notre première demande concerne la préemption et le rachat des murs de commerce. Le boulevard de Strasbourg a fait l'objet de 2008 à 2022 du dispositif Vital Quartier visant à revitaliser notre quartier et à lutter contre la monoactivité de grossistes de prêt-à-porter et de salons de coiffure. En 14 ans, un commerce a été préempté sur le boulevard de Strasbourg
et un commerce a été préempté dans la portion de la rue Château d'Eau entre le faubourg Saint-Denis et le faubourg Saint-Martin. Ce n'est pas faute de commerce à vendre. Plusieurs membres de notre association, qui n'existaient pas alors, nous ont témoigné avoir sollicité la CEMAEST et la mairie pour préempter des locaux à vendre dans leur copropriété, sans succès. Fin 2023, vous avez été élue, Madame la maire, présidente de la nouvelle Société d'économie mixte Paris Commerce. Nous avons recensé les commerces à vendre dans le quartier et nous avons adressé à la mairie 6 annonces de commerces à vendre, sans résultat. Donc aujourd'hui, nous demandons la mise en place d'une politique active et volontaire d'acquisition et de préemption de locaux commerciaux. Feu Georges Sarr, maire socialiste du 11e, l'a fait. En 3 ans, il a pris le contrôle de plus de 100 magasins dans le 11e arrondissement et a transformé le boulevard Voltaire. C'est donc possible. Nous réclamons une mobilisation et un vrai engagement de la mairie du 10e avec une dotation dédiée de la ville de Paris. Notre deuxième demande vise la diversification commerciale des rez-de-chaussée d'immeubles gérés par les bailleurs sociaux. En 2021, nous avons remis à la mairie du 10e un fichier recensant tous les rez-de-chaussée commerciaux des bailleurs sociaux de notre quartier. Le bilan est aujourd'hui affligeant. Je vous ai fait parvenir la semaine dernière à tous une mise à jour de ce fichier et il illustre un désengagement total de la mairie dans son rôle de contrôle des bailleurs sociaux et un désengagement total des bailleurs sociaux eux-mêmes dans la gestion de leur commerce. Sur le boulevard de Strasbourg, 22 commerces sont détenus par les bailleurs sociaux. Parmi eux, on trouve un grossiste de prêt-à-porter, 4 coiffeurs-ongleries, 6 commerces de produits cosmétiques et 2 sont alloués depuis au moins 2 ans, le 38 et le 58 boulevard de Strasbourg. Nous comptabilisons donc 13 commerces sur le boulevard de Strasbourg, gérés par des bailleurs sociaux qui ne contribuent pas à la diversité ni à une dynamique commerciale du boulevard. Et au moins 2 d'entre eux ne respectent pas leur bail, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la restriction d'activité qui leur a été imposée au moment de la signature du bail. Dans le faubourg Saint-Denis et la cour des Petites Écuries, le bilan n'est pas mieux. 10 locaux commerciaux sont détenus par les bailleurs sociaux, dont 3 restaurants. C'est pas comme si on manquait de restaurants dans ces rues, qui ne sont à elles seules qu'un bar et un restaurant en ciel ouvert et dont les nuisances sonores sont avérées. Enfin, parmi les commerces qu'on va considérer diversifiés, détenus par les bailleurs sociaux sur le boulevard de Strasbourg, 3 d'entre eux sont source d'importantes nuisances sonores ou olfactives pour les familles locataires des bailleurs, voire pour les immeubles voisins. Je cite le restaurant L'Exode, au 39 boulevard de Strasbourg, le prothésiste dentaire Hollywood Anker, au 58 boulevard de Strasbourg, et l'épicerie Jules, au 54 du faubourg Saint-Denis. La mairie ayant déjà perdu 4 ans dans ce dossier, nous demandons d'agir d'urgence auprès des bailleurs sociaux afin de reprendre la main sur les commerces qui y sont installés et faire le nécessaire pour, d'une part, vérifier l'application des baux commerciaux, s'assurer que ces commerces ne sont pas des commerces de façade qui blanchissent l'argent de la drogue, cesser les nuisances des commerces, ne pas renouveler les baux commerciaux aux commerces qui ne créent pas une dynamique ou une diversification commerciale ou bien qui créent des nuisances, et ajouter à chaque contrat de bail commercial une clause d'incessibilité ou restrictive de cession de bail, parce que sans cette clause, le bailleur ne peut pas contrôler l'activité qui s'y installe au moment de la cession du bail. Notre dernière demande concerne le rachat de gré à gré ou la préemption de baux commerciaux. En 2021, nous avons déposé un projet au budget participatif pour la revitalisation commerciale du boulevard de Strasbourg. Le projet remanié, soumis au vote, prévoyait que la mairie de Paris puisse disposer d'un budget permettant d'investir pour acquérir de gré à gré ou par la préemption de faux de commerce des locaux et des baux commerciaux. Un budget de 2 millions d'euros a été voté en 2021 pour ce projet. Pas 1 euro n'a été dépensé à ce jour sur le boulevard de Strasbourg. En février 2024, le Conseil de Paris a enfin voté la mise en place d'une expérimentation du droit de préemption commerciale, mais malheureusement pas dans notre arrondissement, comme le quartier Sainte-Marthe et notre quartier l'avaient manifesté dans le budget participatif 2 ans auparavant, mais bien dans les 5e, 6e et une partie du 7e arrondissement pour préserver les commerces culturels, entendez des librairies. Cette expérimentation durera 3 ans. Lors de ce même débat au Conseil de Paris, Nicolas Bonnet-Ouladj, adjoint du commerce de la ville de Paris, déclarait « Nous allons mettre en place des comités stratégiques par arrondissement avec les maires d'arrondissement sur Paris Commerce ». Il se disait très rapidement à la disposition de tous les maires d'arrondissement pour étudier avec eux dans chaque quartier et chaque rue quelle est notre stratégie pour préserver le commerce. 1 an plus tard, rien n'a été mis en place dans notre arrondissement.
Alors, le nombre de commerces vacants sur le boulevard de Strasbourg est croissant. Il y en a actuellement une quinzaine. Cette vacance commerciale pourrait être régulée grâce au rachat de gré à gré ou à la préemption de bons commerciaux. Je cite par exemple les 6, 38, 58, 66 et 71 boulevards de Strasbourg qui sont actuellement alloués. Les habitants s'inquiètent également de la fermeture récente de Mercato, cette grande boutique d'achat-vente de seconde main au 48 du boulevard. Alors aujourd'hui, nous demandons la préemption de baux commerciaux soit mise en place dans notre quartier, tel que le budget participatif a été voté en 2021 et tel que le Conseil de Paris l'a voté en 2024, et cela sous une nouvelle forme d'expérimentation dans les quartiers qui nécessitent une diversification et une revitalisation commerciale. Nous réclamons également que le droit de rachat de gré à gré de baux commerciaux par la mairie soit exercé dans notre quartier, avec également une dotation dédiée de la ville de Paris. Et enfin, nous souhaitons la mise en place urgemment du comité stratégique sur Paris Commerce avec Nicolas Bonnet-Oulalge pour étudier la revitalisation commerciale de notre quartier. Alors voilà, Madame la maire, chers élus et chers élus, nos souhaits. Rien de neuf, ce sont les mêmes depuis 4 ans. Malgré les promesses, nous n'avons constaté aucune avancée depuis le scandale de la grève des travailleuses en 2014. Alors aujourd'hui, nous aimerions savoir ce que vous attendez pour agir, pourquoi rien n'a été mis en place et quand allez-vous enfin reprendre la main sur le boulevard de Strasbourg et ses commerces. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Delphine, de votre intervention. Mesdames et messieurs, j'entends que vous soyez très contents d'entendre Delphine, mais toute intervention du public pendant le conseil d'arrondissement est rigoureusement interdit. Donc je ne vais pas vous mettre... voilà, mais je vous demande si ça vous va de la retenue. On aura d'autres occasions d'échanger dans des moments où c'est davantage la règle. Alors, je donne... merci beaucoup Delphine, en tout cas, de votre prise de parole. En effet, plusieurs des sujets que vous abordez sont des sujets qu'on travaille régulièrement ensemble. Et donc, dans notre exécutif, d'abord, Élie Jousselin va prendre la parole. Donc, merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, et chère Delphine Albared. Merci beaucoup réellement pour votre question importante sur un sujet qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Si je ne partage pas chaque terme de votre question, vous vous en doutez, je veux vous remercier de mener ce combat essentiel pour notre quartier. Vous le savez, mais comme vous l'évoquiez dans votre question, j'ai pris une part active avec les communistes du 10e dans les luttes de 2014-2015 qui ont mis la lumière sur le système mafieux et ont permis, avec le soutien du maire du 10e de l'époque, Rémi Ferraud, de faire reconnaître la traite des êtres humains dans le monde du travail. Lors de ces luttes, on a d'ailleurs été menacé de mort par les mafieux du boulevard, avec Marilyn Poulain que vous citez, et avec Christine Carmoil, à qui j'en profite pour rendre hommage, puisqu'elle quitte ses responsabilités à l'union locale CGT à la fin du mois, pour une retraite qu'on lui souhaite longue et heureuse. Pour en revenir à votre question, 10 ans après les luttes, en effet, nous en sommes à peu près au même point. Et cela n'est satisfaisant ni pour les riverains, ni pour les travailleurs, ni pour les élus locaux. Dès 2004, les élus communistes dans ce conseil portaient d'ailleurs l'idée de la préemption des baux commerciaux dans 3 quartiers, à Sainte-Marthe, à La Chapelle et sur le boulevard de Strasbourg. Que de temps a été perdu. Mais oui, on ne se remet pas de 50 années de laisser-faire sur ce boulevard en quelques années. Et c'est là que, tout en comprenant votre insatisfaction, je ne suis pas en total accord avec les termes de votre question. Car si cette majorité municipale, elle a agi depuis 2020, sous l'impulsion de la maire du 10e, avec mon engagement total et l'engagement de mes collègues en charge du commerce, David Delplanque jusqu'en 2024, puis Enora Breton. Sur les bailleurs sociaux, par exemple, je tiens à vous dire qu'avec Enora Breton, nous avons rencontré les 3 bailleurs de la ville dernièrement pour évoquer cette question. Et que, sans rendre publics les éléments de discussion qui pourraient justement les contrarier, on devrait réussir enfin à récupérer les premiers locaux en 2025. Et oui, cela prend du temps, car il y a des baux à respecter, des temps pour faire les procédures, et que si certains gérants et propriétaires mafieux de ce boulevard ne respectent pas la loi, notre but à nous, c'est bien de refaire de ce boulevard une zone où le droit s'applique, et donc de respecter les lois. Oui, évidemment, mon incompréhension est totale sur le fait que des bailleurs sociaux aient pu accueillir ces magasins pendant trop d'années, mais les choses vont bientôt évoluer. Mais je suis bien d'accord avec vous, récupérer uniquement les locaux des bailleurs sociaux ne suffira pas. C'est pourquoi nous nous félicitons que la foncière Paris Commerce ait enfin été créée, en regrettant qu'on ait perdu 20 ans à ne pas écouter les communistes du 10e en 2004, et nous avons toute confiance en Nicolas Bonnet-Oulalge pour assurer la diversification du boulevard, et je sais qu'il y est particulièrement attentif.
Enfin, le groupe communiste est tout à fait favorable à votre demande de la mise en place d'un comité stratégique pour étudier la revitalisation commerciale. Vous l'avez compris, nous n'attendons pas pour agir. Oui, l'action publique est parfois longue. Et si nous nous félicitons des premières actions mises en place, les actions de la mairie, mais aussi l'arrêté préfectoral, nous appelons chacune et chacun à amplifier ces actions. Nous sommes par exemple déçus que l'Assemblée nationale ne se saisisse pas de ces questions dans le cadre de la discussion du projet de loi contre le narcotrafic, en proposant de changer la législation pour lutter contre le monocommerce. Et nous pensons aussi, comme l'a d'ores et déjà proposé Nicolas Bonnet-Oulage, que comme cela a été fait pour le logement, il est temps de mettre en place un encadrement des loyers pour les locaux commerciaux. Quoi qu'il en soit, vous pourrez compter sur les élus communistes du 10e pour se battre pour la diversité commerciale sur le boulevard, pour la tranquillité publique et pour le respect du code du travail sur ce boulevard. Les trois vont ensemble. Et pour cela, nous avons aussi besoin, et je vais conclure là-dessus, que pouvoir public, riverains et salariés travaillent ensemble, comme cela avait été fait en 2014. Et c'est certainement ce à quoi nous devons nous atteler dans les semaines qui viennent. Encore merci de votre question. Merci beaucoup, Élie Jousselin. Je passe la parole à Bertil Faure. Merci, Madame la maire. Alors, tout d'abord, pour commencer, je tenais à remercier l'association Vivre Boulevard de Strasbourg pour le témoignage que l'association vient nous délivrer ce soir. Mais également, je veux saluer tout simplement l'engagement et la mobilisation de cette association depuis maintenant des années, dans un contexte particulièrement difficile. Et malgré toutes les propositions de solutions qui ont été apportées depuis des années, vous l'avez rappelé dans votre question, qu'on puisse constater finalement que peu est fait de la part de la mairie. C'est un sujet, comme vous le savez, que je connais bien, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger avec vous, mais aussi tout simplement avec les commerçants du boulevard de Strasbourg et des alentours, avec la préfecture, avec d'autres riverains. Et je souhaitais dire que si on prend un petit peu de recul par rapport à la situation de ce boulevard et de ce quartier, il y a finalement un peu un double sujet. Tout d'abord, il y a un sujet commercial avec, vous l'avez mis en avant, un quartier qui est quand même avec un certain nombre de commerces, qu'on le veuille ou non, qui constitue un facteur d'attractivité pour ce quartier, puisque ça attire, on peut le dire, une population qui vient du 10e arrondissement, mais qui vient aussi de Paris et plus largement d'Île-de-France. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monoactivité commerciale dans le quartier, beaucoup de non-respect des règles, vous l'avez rappelé, concernant le droit du travail, les trafics, les produits toxiques qui sont aussi utilisés dans certaines ongleries et un certain nombre de nuisances sonores qui impactent la qualité de vie des riverains. En parallèle de ce sujet commercial, il y a également un sujet de gestion de la voie publique, puisqu'il y a beaucoup d'activités illégales qui se manifestent notamment à partir du milieu de la journée et qu'on peut constater en fait directement sur la voie publique, la vente à la sauvette, le trafic, le deal, le rabattage, etc. La question que vous posez a le mérite, l'avantage même je dirais, de mettre la maire face à ses responsabilités concernant les problèmes que vous soulevez. Ces responsabilités dans le quartier, c'est quoi? C'est ce que j'appelle à la fois une politique du laisser-aller concernant l'occupation commerciale et une politique du laisser-faire sur la gestion de l'espace public. Laisser-aller, vous l'avez rappelé, les solutions, vous les proposez, vous les mettez sur la table. Un commerce seulement préempté en 14 ans, 22 locaux commerciaux qui appartiennent à des bailleurs sociaux qui dépendent de la ville de Paris et qui ne sont pas diversifiés ou qui ne contribuent pas à la diversification. 3 commerces qui sont source de nuisances qui appartiennent à des bailleurs sociaux et qui ne sont pour autant pas gérés. Donc une monoactivité qui persiste depuis 2014 et j'ai envie de le dire, qui a tendance à s'accentuer. La politique du laisser-faire sur la gestion de l'espace public, très sincèrement, il y a bien évidemment de temps en temps des interventions policières qui sont effectuées par la police nationale ou municipale, mais on a davantage l'impression que c'est dans un objectif de communication. Et ça nous amène à finalement quoi? Une politique de l'arrêté préfectoral, en tout cas que je qualifie comme telle. C'est-à-dire une politique qui touche indistinctement tous les commerces, y compris ceux qui respectent les règles, et qui les oblige, en ce moment on peut le constater, à fermer à 20 h pour payer, on va dire d'une certaine façon, pour les commerces qui ne respectent pas les règles. Cette politique de l'arrêté préfectoral, elle satisfait personne, parce que très sincèrement, ça ne règle en rien dans la durée le problème des riverains, ça n'arrange pas les commerçants qui respectent les règles, et ça ne règle pas la situation finalement du quartier. Donc, pour conclure, si nous prenons un peu de recul,
s'il n'y a tout simplement rien qui a été fait depuis 2014 et depuis tant d'années, malgré votre engagement, malgré l'engagement des riverains, malgré toutes les solutions que vous mettez sur la table, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de plan. C'est parce qu'il n'y a pas de vision d'avenir pour ce quartier et donc malheureusement pas de vision stratégique. Donc tout le monde y perd malheureusement aujourd'hui et c'est pour ça que dans un an, nous proposerons avec mes camarades pour les élections municipales de 2026 un projet tout simplement de transformation ambitieux mais réaliste et qui est bien loin finalement des promesses sans lendemain qui vous ont été faites jusqu'à maintenant. Vous posiez la question, qu'est-ce que vous attendez tout simplement pour agir depuis 2014 ? J'ai envie de vous dire qu'après 10 ans d'inaction, ça commence à être un peu tard pour espérer encore une action de la part de la mairie. Je vous remercie. Cher Bertil Faure, 4 minutes 22. Donc je ne vous ai pas coupé parce que je vous laissais faire votre déclaration pour 2026, mais je vous incite à davantage de retenue pour les prochaines interventions. La parole est à Sylvain Réfaud. Merci Madame la maire, mes chers collègues, bonjour à toutes et tous. Merci de votre question qui est importante et je voulais commencer par dire que je comprends votre impatience. Avec les Havasas, ça fait 10 ans qu'on est élus, ça fait 11 ans. Et on a été élus en 2014 au moment où il y avait eu cette lutte que Élie Jousselin rappelait des travailleuses sur le boulevard de Strasbourg. Et depuis 10 ans, chaque année, au moins une fois, on parle de la préemption des baux commerciaux. Et elle arrive au bout de 10 ans, en 2024, pour les 5e, 6e et 7e arrondissements. Et je partage votre impatience. Je ne comprends pas pourquoi notre arrondissement n'a pas pu bénéficier de cette expérimentation plus tôt. Et j'entends la mobilisation très forte qu'il y a autour de ce sujet. Mais pour moi, c'est un mystère, cette question-là, de ne pas réussir effectivement à mettre en place ce principe sur notre arrondissement, alors que votre mobilisation a fait en sorte qu'il y ait des sous pour faire cette préemption des baux commerciaux. Parce que les habitants se sont mobilisés autour du boulevard de Strasbourg et dans le quartier Sainte-Marthe, il y a des crédits qui sont prévus à la ville pour pouvoir faire de la préemption des baux commerciaux. Et on n'en fait pas. Je ne comprends pas. Je le dis franchement, je ne comprends pas comment on se retrouve dans cette situation-là au bout de 10 ans. Et moi, alors on va entendre ce que va dire Enora, puisqu'elle parle en dernier. Mais on a besoin d'une action très coordonnée sur cette question-là. Et moi, je souscris pleinement à la demande que vous faites, et je crois qu'on devrait l'avoir fait depuis 10 ans, d'avoir un comité avec les habitants, parce que vous êtes les plus mobilisés, et c'est vous qui savez exactement les commerces qui se libèrent, la dynamique du quartier, et donc on a besoin de votre expertise d'usage aussi pour être capable de faire ce travail-là avec Paris Commerce, avec les élus de l'arrondissement, avec les bailleurs sociaux, pour avoir, comme vous l'avez fait, et je trouve que vous avez la bonne méthode, un relevé adresse par adresse, et on prend adresse par adresse, et on regarde où on en est, qu'est-ce qui se passe, qui est propriétaire, et de pouvoir anticiper les difficultés qui se posent, identifier les opportunités, et puis assumer d'expérimenter aussi un certain nombre de dispositifs. J'entends, parce que c'est l'argument, c'est compliqué, c'est les propriétaires, c'est des baux, on ne devient pas propriétaire du local, mais simplement du bail, qui reste avec un propriétaire qui n'agit pas bien. Mais je crois qu'on devrait quand même tenter cette expérimentation-là, aller jusqu'au bout, peut-être pas forcément réussir, mais avancer dans cette direction-là, agir simplement. Je crois qu'on a besoin de ça, et le mercato du 48 boulevard de Strasbourg est peut-être le bon exemple pour commencer à travailler vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je redis, je comprends votre impatience et je la partage pleinement. Heureusement que c'est Enora qui termine et qui va pouvoir donner quelques faits plutôt que des intentions. Alors, je vous remercie à mon tour pour votre question importante et qui me permet également de vous partager des éléments sur un sujet qui, malgré ce que vous pouvez dire, m'a pas mal mobilisée depuis que je suis entrée en fonction. Donc, j'allais assez rapidement, même si mes collègues se sont permis d'un peu dépasser, je ne vais pas faire de même. Donc, sur la préemption d'abord, pour rappel... Enora, permettez-moi de vous dire que vous pouvez prendre votre temps. Hein. Très bien, merci. Donc, pour rappel, la SEM n'intervient que lorsque les murs d'un local sont en vente. Et pour vous présenter des éléments un peu solides, étant donné que je n'avais pas tout l'historique, j'ai demandé à la direction de l'urbanisme de me transmettre le tableau de l'ensemble de ce qu'on appelle les DIA, déclarations d'intention d'aliéner, donc les déclarations de vente qu'on a réceptionnées ces dernières années. Donc je vous épargne les éléments de détail sur le tri, mais j'ai comptabilisé 20 DIA depuis 2023 qui correspondent à des locaux qu'on peut préempter a priori, notamment lorsque c'est des rez-de-chaussée.
Donc, sur ces locaux, systématiquement, à la mairie du 10e, nous demandons un examen par la commission qui se tient à l'hôtel de ville. Donc, c'est cette commission qui va décider ou non de la préemption sur la base d'éléments complémentaires. Par exemple, nous ne recevons pas le détail des étages. Et sur la base d'études également menées par la SEM Paris Commerce. Donc, sans m'attarder trop longuement, depuis mon arrivée, 3 DIA ont été examinés sans aboutir à des préemptions. Une, car les locaux étaient composés principalement de lots bureaux en étage, une autre car il s'agissait notamment de lots composés d'une habitation en étage et de 2 caves, et un autre en raison du projet de l'acquéreur. Donc malgré une vigilance particulière sur ce quartier, je vous rejoins sur le constat, nous n'avons réussi que trop peu de préemptions, donc non pas 2 ou 1 comme j'ai pu entendre, mais 3 sur le boulevard de Strasbourg et rue du Château d'Eau qui ont permis l'installation d'une agence de voyage, d'un retoucheur et d'une mercerie. Il faut dire que sur le boulevard et cette portion de la rue du Château d'Eau, les préemptions semblent particulièrement complexes, voire plus que dans les quartiers attenants. Par exemple, sur la rue du Faubourg Saint-Denis ou le Faubourg Saint-Martin, on a réussi 6 préemptions. Moi, j'y verrais, et c'est un constat plutôt partagé également par vous, 3 explications. Le premier, c'est les loyers qui sont, comme vous le dites, très chers. Et pour détourner au mieux ce qui pourrait être cette difficulté, il y a justement cette enveloppe du budget participatif qui va nous permettre de compenser des coûts de remise en état trop importants ou des prix d'achat trop élevés qui pourraient bloquer les préemptions. On a bien rappelé à Paris Commerce l'existence de cette enveloppe. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué avec les chiffres, les locaux se vendent peu. Dans la liste, par exemple, que vous nous avez fournie, aucun des locaux n'a fait l'objet d'une DIA. Je vais tout de même transmettre cette liste à la SEM Paris Commerce afin qu'ils puissent se rapprocher éventuellement des propriétaires et voir s'ils sont dans une dynamique de vente, auquel cas on pourrait anticiper des études pour aller un peu plus rapidement. Et enfin, comme vous l'avez bien souligné, lorsqu'un local est préempté, il y a une difficulté d'installer une activité du fait de la monoactivité ambiante, mais également du système mafieux qui est autour. Donc, sur ces derniers points, nous nous réjouissons que la préfecture ait enfin pris des dispositions via l'arrêté qu'on a mentionné fin décembre et qui vient réglementer les horaires d'ouverture de certains commerces particulièrement concernés. C'est globalement plutôt respecté cet arrêté, donc pour vous donner les chiffres pour le premier mois d'application, donc il y a 88 commerces qui ont été activement sensibilisés par le commissariat et on a 25 établissements qui n'ont pas respecté l'arrêté et qui ont été verbalisés. C'est des chiffres qui se sont tassés au fil du temps. On a également des retours positifs, donc notamment de votre part sur l'évolution de la physionomie du quartier et le sentiment aussi de sécurité qu'on peut avoir et qui est un peu renforcé. Mais notons-le aussi, et c'était un des objectifs, des retours positifs en termes de droit du travail, tout simplement parce que les employés, avec des fermetures plus tôt, peuvent terminer leur journée moins tard. Concernant la préemption des baux, donc l'expérimentation qui est en cours depuis août 2024 dans d'autres arrondissements, et vous l'avez mentionné, elle vise uniquement des locaux actuellement occupés par des commerces culturels. C'est en effet un outil qui sert à préserver une activité, mais qui n'est pas très utile pour la changer. Car, comme je le mentionnerai plus tard, lorsqu'on préempte un bail, on n'a pas la main pour changer l'activité. On est obligé d'exercer celle qui est inscrite dans le bail. Je ne vais pas m'appesantir et répéter ce qu'a dit Élie Jousselin sur la diversification des rez-de-chaussée chez les bailleurs sociaux, si ce n'est pour dire qu'on a des réunions mensuelles depuis novembre avec la RIVP pour s'assurer du suivi et du lancement des procédures sur les fins de baux. Je vous concède, comme tout le monde d'ailleurs ici, qu'il n'est pas normal qu'un bailleur ait installé à une époque des activités qui viennent détériorer la qualité de vie des habitants, de leurs propres locataires, et qui pour certaines ne respectent pas le droit du travail. Situation qui ne se présentera plus parce que nous avons créé en 2017 le GIE Paris Commerce qui est chargé d'attribuer les locaux des principaux bailleurs de la ville, selon des critères bien précis. Et pardon, j'ai beaucoup dépassé. Donc, concernant les cessions de droit au bail, elles sont systématiquement étudiées et validées par le bailleur qui nous consulte pour avis. Et concernant là les cessions de bail, il y a une liberté de commerce qui empêche le bailleur d'intervenir, mais j'ai interrogé la RIVP et ils mettent bien des clauses restrictives, ce qui fait que le nouvel occupant ne peut pas changer l'activité. Donc, pour conclure, on est pleinement mobilisé sur la lutte contre la monoactivité, comme chacun ici, et en lien avec Nicolas Bonnet-Ouladj, que nous avons rencontré avec la maire, lors justement de cette réunion qui s'est tenue le 5 novembre 2024, nous lui avons rappelé que c'est un des 3 quartiers prioritaires de la ville, et bien entendu, si nous devons maintenir ce travail et probablement aller plus loin en lien avec les habitants et les différents acteurs mobilisés, on peut aussi conclure en disant que nous serions assurément aidés par une évolution de la législation, par exemple sur le sujet de l'encadrement des loyers commerciaux, comme l'a dit Élie Jousselin, ou sur la réquisition des locaux qui font l'objet d'une vacance spéculative. Merci beaucoup. Je vais rajouter un petit mot, parce que moi,
comme d'ailleurs tous mes collègues, je remercie infiniment la mobilisation de cette association qui, y compris moi en tant que maire, m'a permis un certain nombre d'avancées et a permis d'activer un certain nombre de leviers. Le moins qu'on puisse dire est que notamment la décision, je crois relativement unanimement appréciée des riverains de fermeture à 20h, tient autant de mes demandes anciennes que de la mobilisation des habitants du quartier, qui par leur expression ont, je pense, déclenché une prise de conscience que malgré mes insistances réitérées auprès des différents préfets, je n'avais pas toujours réussi à une attention que je n'avais pas toujours réussi à retenir, et j'en ai conscience. Je pense que tout le monde peut témoigner du fait que à la fois la police nationale et la police municipale ne sont pas présents de temps en temps, mais ils ont des actions quasi quotidiennes. Sous le contrôle de Philomène Juillet, il y a des actions coordonnées de nos services de propreté, de police nationale et municipale, quasi quotidiennes, qui interviennent sur les infractions. Et sur les infractions forcément constatées. Je n'ignore pas qu'il y a des soupçons de trafic, notamment de recel, dans un certain nombre de boutiques et notamment d'arrière-boutiques. J'ai moi-même attiré l'attention du parquet sur ces sujets et on m'a fait savoir qu'il y avait un certain nombre d'enquêtes qui étaient démarrées, ce dont je me réjouis parce que pour lutter contre le recel et potentiellement contre les trafics qui s'y trouvent, qui ont lieu dans les arrière-boutiques ou du boulevard de Strasbourg, il faut de la police et des enquêtes. Le maire en lui-même n'est pas qualifié, même s'il est volontariste, pour faire ce travail. Donc, grâce à votre mobilisation, à votre expression collective aussi, et à l'insistance de l'équipe et la mienne auprès des différents services de l'État, je crois qu'on a quand même eu quelques avancées et quelques prises de conscience. Donc je voulais rappeler ça. Enora a parfaitement décrit à la fois l'activité qui était la nôtre et puis les leviers qui étaient les nôtres, et notamment les difficultés sur lesquelles on achoppait. Il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que je partage votre frustration, celle d'Enora qui ne l'a pas exprimée, et celle de Sylvain Réfaud sur le fait que des achats de baux aient pu intervenir dans le 6e arrondissement. Mais je sais aussi que la ville, et c'est peut-être dans sa grande sagesse, ne rachètera pas une activité limite avec des employés dont elle deviendrait l'employeur, justement, sur une activité avec laquelle elle est en désaccord ou alors elle est en... Voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut quand même faire attention avec l'argent public. Moi, je reste volontariste, et on l'a été ici pour déclencher un achat de bail dans des conditions, et on surveille l'ensemble des activités qui sont sur le terrain, mais je sais que vous avez raison, vous voyez ces annonces, vous savez quand il y a de la vacance, etc., mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une mise en vente officielle qui nous permet d'intervenir dessus. Et ce que raconte Enora est réel. On n'a pas rencontré récemment de locaux qu'on pouvait acheter et qui nous permettaient de changer la physio de la rue, sinon on l'aurait fait. Parce qu'on n'a pas de problème d'argent. Et ce n'est pas les 2 millions même qu'on a votés qui étaient symboliques qui sont en jeu. On a une capacité à acheter à Paris Commerce qui pourrait acheter des locaux sur le boulevard de Strasbourg à partir du moment où on avait une transaction qui était lancée. Et on le fera si on a ces occasions de toute façon. Je voulais rajouter une chose. Je partage aussi l'indignation qui est la vôtre sur les locaux de bailleurs sociaux. Je voudrais dire, et j'assume ce qui a été fait avant, mais néanmoins, ce sont des attributions très anciennes. Pour un certain nombre, elles sont toutes antérieures à mon arrivée, et pour beaucoup sont antérieures même
à l'arrivée de Rémi Féraud. Mais indépendamment de ça, les procédures sont lancées aujourd'hui sur des commerces qui ont une activité qu'on ne veut pas voir rester chez nos bailleurs sociaux, mais qui sont des locataires qui payent régulièrement leur loyer et contre lesquels il faut donc entreprendre des démarches devant la justice pour les expulser. Et c'est ce que nous avons demandé qu'il soit fait, rupture de baux ou démarche en justice et dédommagement, entendez-le, hein, dédommagement pour expulsion. Ce qui va être fait, bon, c'est une négociation qui a été très longue et très dure avec les bailleurs, parce qu'il faut qu'ils déboursent de l'argent, et y compris, c'est la ville qui va payer, donc vos impôts en partie. On estime tous que ça vaut la peine, d'aller au bout de ces procédures, et que si on réussit à récupérer un certain nombre de pieds de porte chez les bailleurs, ça mettra la dynamique qu'on n'arrive pas facilement à mettre avec un commerce par-ci et par-là. Ça pourrait mettre la dynamique, celle qui a fonctionné dans la rue du Château d'Eau par exemple, mais c'est aussi malheureusement non pas des choses qui n'ont pas démarré, mais des choses qui sont un peu longues à mettre en place et qui dans les procédures peuvent aussi mettre assez longtemps. Ces procédures engagées peuvent aussi être longues. Moi, c'est pour ça que je cherche toujours à être honnête chaque fois qu'on se croise. J'essaye de ne faire aucune promesse et de ne jamais faire du yaka faucon, parce que je sais à quel point c'est délétère, mais de garder cette rigueur de travail qu'on a engagée, c'est vrai, il y a un moment. Dès mon arrivée, d'ailleurs beaucoup stimulée par vous, qui était venu me voir et m'aider à percevoir la complexité de ce tissu donc, que j'ai moi-même qualifié dans la presse de mafieux pour un certain nombre de sujets. Hein. Donc je ne mets pas mes yeux comme mes mains devant mes yeux. Donc voilà, on sera de toute façon dans la rigueur et dans la continuité de ce qu'on a engagé, en faisant tout ce qui est possible et en rendant compte devant vous au fur et à mesure, en continuant à écouter ce qui remonte du quartier comme comment dire, tuyaux, informations qui nous permettraient peut-être d'éviter de passer à côté de quelque chose qu'on n'aurait pas vu, et dans le cadre de la loi et des leviers qui sont les nôtres. Et Nora concluait, ça nous aiderait bien si la législation évoluait sur un certain nombre de sujets. C'est exact. Et symboliquement, même si c'était des belles librairies, j'aurais bien préféré qu'on puisse préempter un bail dans le 10e plutôt que dans le 6e ou dans le 7e. Là-dessus, je vous assure que ça m'a aussi profondément agacée. Mais l'opportunité et puis la réglementation est malheureusement pas incontournable, mais dur à faire aller dans notre sens sur ces sujets. Bon, j'en termine là parce qu'on a beaucoup d'autres sujets, mais on vous redonne la parole, Delphine, bien sûr, vous avez le dernier mot sur cette question. Et puis, sachez, mesdames et messieurs qui entouraient Delphine, que le dialogue reste totalement ouvert. Voilà, et qu'on continue et qu'on vous remercie et qu'on continue à travailler avec vous pour la suite. Je vous remercie, Madame la maire. Je vous remercie, chers élus, pour vos réponses. Juste une précision sur les baux commerciaux. Si on regarde le bilan qui a été fait dans le 11e en 3 ans, quand même, hein, préemption de 100 magasins, c'est grâce à l'achat d'une part des murs, mais aussi à l'achat de baux commerciaux. Donc, a priori, aujourd'hui, la mairie a les moyens d'acheter des baux commerciaux. Elle n'a peut-être pas la capacité d'en préempter, mais elle a la capacité d'en acheter, en tout cas. Donc, comme il y a des commerces actuellement à louer sur le boulevard de Strasbourg, je trouve que ça serait intéressant qu'on se saisisse quand même de ce moyen. 22 commerces chez les bailleurs sociaux sur le boulevard, dont 13 à travailler, 15 actuellement vacants. Ça nous fait quand même un petit total d'une 30aine de commerces diversifiés. Je vous avoue que le boulevard, il a une autre allure, hein, avec une 30aine de commerces diversifiés. On a les capacités à ce moment-là de donner une vraie petite dynamique commerciale. Voilà.
Nous n'avons pas reparlé de ce comité stratégique avec Nicolas Bonnet-Oulalge. Je serais ravie quand même qu'on puisse tenir ce comité stratégique. Je serais ravie que la mairie de Paris dédie quand même un budget à ce quartier en difficulté, tant pour l'acquisition ou la préemption de murs que pour l'achat au gré à gré de baux. Alors la préemption des baux, c'est un autre moyen. Je comprends qu'on n'y vient pas. Bon, on attendra, tant pis, que dire. Et concernant les bailleurs sociaux, ben écoutez, je suis ravie qu'on soit mobilisés ensemble sur ce sujet. J'ai jamais remis en doute votre action. Moi, je remets en doute le bilan quand même là, parce que bon, en 14 ans, on a deux commerces. Je sais pas, moi, Georges Sarr, il en a fait 100 en 3 ans, donc faut peut-être lui demander la recette. Hein, peut-être qu'on sera meilleur comme ça. Voilà. Et donc toujours à votre disposition, évidemment, pour continuer de travailler. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous avez raison de m'en demander davantage, mais je vous rappelle que je ne suis pas maire depuis 13 ans. Je le redis comme ça, juste pour rappel, mais simplement depuis 2020. Et que néanmoins, je pense qu'on doit réussir. Moi, pour moi, les bailleurs, on y arrivera. Hein. Ça, le reste, c'est compliqué, mais les bailleurs, c'est dans notre main et on doit y arriver. Je ne reviens pas, même si vous reposez la question. Mais le travail avec Nicolas, on en reparlera à un autre endroit, mais puisqu'il est volontaire et que vous aussi, bien sûr, peut être mis en place. Je referme cette parenthèse longue, pardonnez le reste du public, mais ça nécessitait qu'on s'y attarde.